Le Brésil approche, la fin de saison aussi, et on est de retour dans les pistonnés pour un grand match du mercredi, un gros débat sur un grand champion, un homme d'exception, un homme qu'on aime énormément, l'un des hommes représentés, l'un des rares hommes représentés dans le décor aussi également de ce plateau temporaire des pistonnés. Hamza, Brice, tic et tac de retour, vos chroniqueurs préférés, c'est normal, il ne se fait pas mieux aujourd'hui dans le F1 Game français. Ça va les gars ? Ça va. Ça va. Je sais pas parce que tu sais, je suis dithyrambique et ouais, ça va. Mais parce que c'est trop. Non, arrête d'être modeste. Je sais que tu n'es pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ça, je peux confirmer. Allez, j'abandonne. Non, Si on commence à sortir des choses hors il antenne, n'existe pas plus humble et modeste que Brice. D'ailleurs, il n'y a pas des choses hors antenne dont on pourrait parler parce qu'on a quand même parti à. Ah oui, à Marseille. j'ai entendu Est-ce qu'il y a pas des choses hors Non, antenne. moi là j'ai entendu une comparaison d'une personne que je ne nommerai pas vraiment, mais qui est autour de ce plateau et qui est plutôt sur ma gauche. Qui il y a Polo comparé et Tom en régie. qui a comparé la carrière de Fernando Alonso à celle d'Atem Ben Arfa. Ouais. Voilà. C'est une bonne En disant que introduction. Ben Arfa a fait une meilleure carrière parce qu'il a gagné plus de trophées. Plus de titres. Voilà. paraît-il. Je ne nommerai pas cette personne, mais j'ai entendu ça. C'était hors antenne évidemment. Voilà, je tiens à préciser. Tu sais, juste la mauvaise foi du type sur un truc, c'est quand même que il voit ce que je veux dire. Les mauvais choix. Non. Le côté incroyable joueur. Nombre de fois où un joueur en Ligue 1 a dit c'est le meilleur, mais mauvais choix. Mais tu ne veux pas retenir ça. On en parlera. Bien évidemment. J'avoue, le parallèle, je le trouve osé. Choquant, Mais je suis avec deux fans. mais osé, bien sûr. Les gars, aujourd'hui, simple débat. Pas de MotoGP, pas de décryptage, pas de quiz. On va voir un beau sujet, un gros débat. Regardez le programme justement avec plusieurs questions. Je sais qu'il y en a une qui vous a fait tiquer, donc je suis pas sûr de la répéter. Mais on va essayer de se faire un peu le constat de la situation d'Aston Martin, parce qu'on était tous dithyrambiques sur le début de saison d'Aston et de Fernando Alonso. Tous assez excités à l'idée de se dire que Fernando Alonso pourrait peut-être aller chercher cette 33e victoire. On se posera nécessairement la question du coup de la suite de Fernando Alonso. Est-ce qu'on peut le revoir jouer devant ? Et puis, question un brin provoque, je sais que vous avez quand même un avis là-dessus. Est-ce que quitter Alpine était vraiment un bon choix ? Avait-il le choix d'ailleurs à l'époque ? Je renommerai la troisième partie. Se faire larguer, est-ce vraiment un bon choix ? Oui, bah tu peux larguer avant de te faire larguer aussi. Bon, voilà. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, sur les circonstances, mais parce que je sais que tu vas amorcer autour de cette question, je sais que tu vas amorcer aussi également une bonne discussion sur les choix de Fernando Alonso. Bref, je vous tease pas plus ça. Petit jingle mon polo et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alonso, Aston Martin, c'était vraiment le tube du printemps dernier. On s'est régalé, on s'est même pris à rêver. Pour ceux qui aiment bien sûr le personnage Fernando Alonso, et même ceux qui le détestent comme Brice Germain, eh bien quelque part se sont fait prendre par le romantisme de ce grand champion. Il est loin le printemps, parce que depuis de l'eau a coulé sous les ponts, et on regarde tout de suite. C'était 5 podiums sur les 6 premières courses, 120 points engrangés par Fernando Alonso, et bien sur ce début de saison. La victoire avortée du côté de Monaco, qui, on le savait, Hamza allait nous laisser forcément beaucoup de regrets pour la suite de nos vies, pas forcément pour la suite de la carrière de Fernando Alonso. Et sur les 6 derniers Grands Prix, 6 sur les 6 premiers, il a pris 120 points sur les 6 derniers Grands Prix, dont 2 week-end sprint. Et bien c'est seulement 21 points engrangés par le pilote espagnol. Une qualification du côté d'Aston en Q2, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est une qualification en Q2 sur les 2 dernières courses. Et puis la question du développement, quand on parle de la situation d'Aston Martin, des outils obsolètes en attendant la nouvelle usine, voilà la justification aujourd'hui du board d'Aston Martin. Le difficile équilibre aussi également dans la recherche de ces hauteurs de caisse, c'est-à-dire en fonction de si on veut de la vitesse dans les virages lents ou dans les virages rapides, il faut faire un choix du côté d'Aston Martin, ce qui les handicape sur cette deuxième partie de saison. Et puis une politique de développement agressive en 2023, parce qu'on avait dit qu'on développerait jusqu'à la fin de cette saison pour préparer 2024, mais vraisemblablement on est un petit peu dans les choux. Qu'est-ce que vous pensez les gars de ce projet sportif du côté d'Aston Martin ? On était dithyrambique, là forcément on doit être un peu plus dans la critique. C'était le défi qu'on attendait tous de voir au moment où la voiture est sortie de Silverstone, à savoir, ok, elle est bonne, pour combien de temps ? Ça a déjà été le cas à plusieurs reprises dans l'histoire de cette écurie, qu'on l'appelle Force India, qu'on l'appelle Racing Point ou qu'on l'appelle Aston Martin. Le défi, c'est comprendre, développer dans la bonne direction. On y a cru cette saison pour un motif, c'est que pour une fois, en 2022, en sortant cette Aston Martin B, cette AMR 22B à Barcelone, ils ont trouvé quelque chose, et qu'avec la suite de la saison, ils trouvaient encore plus de choses qui ont amené l'Aston au niveau de la fin de saison 2022, à savoir un Vettel très régulièrement dans les 6 premiers. Et
on a eu une continuité début 2023. Donc pour une fois, sur 2 saisons, à cheval sur 2 saisons, on a vu quelque chose de différent de la part d'Aston Martin, et j'inclus encore une fois Racing Point, Force India, ces hommes-là. Mais, encore une fois, on se retrouve sur un échec que je ne mettrai pas sur le compte des infrastructures, mais que je mettrai sur le manque, encore une fois, de compréhension de la monoplace. On n'arrive pas, dans cette écurie, à comprendre l'évolution de la monoplace. Ça arrive aux meilleurs. Ferrari, jusqu'au Canada, ne comprenait pas sa monoplace. Et j'ai envie de dire qu'ils ont commencé à la comprendre au Japon. Ça arrive, c'est également arrivé à Mercedes pendant 1 an et demi, mais ce sont des épiphénomènes dans ces écuries-là. Ce ne sont pas des choses qui arrivent de façon régulière. Ils la comprennent, ils essaient de régler, ils y arrivent pas, mais ils comprennent ce qui ne va pas. Chez Aston Martin, l'épiphénomène, c'est quand ils comprennent ce qui se passe. Et je ne veux pas mettre ça sur le compte de l'écurie, sur le compte des infrastructures, parce que Williams, qui a 30 ans de retard dans tous leurs outils, arrive parfois, et en tout cas comprend sa monoplace, sait où elle fonctionne ou quoi, même si parfois, encore une fois, il y a des surprises. Donc, le vrai problème pour moi, il vient de là. Il vient de ce manque de compréhension qui est inhérent pour le moment à cette écurie, et que même avec des recrutements comme celui de Dan Fallows, pour le moment, on n'a pas les solutions. Les déclarations dernières vont en le sens d'une compréhension meilleure, mais j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ces déclarations dans le passé, et j'ai l'impression que Aston Martin, parce que c'est de ça dont il s'agit, n'arrivera pas, ou n'arrive toujours pas, à s'installer de façon pérenne comme une force haute du championnat du monde de F1. Et c'est fou, excuse-moi, je te donne la parole tout de suite, Hamza, mais dans ce que tu fais, le parallèle, j'imagine, c'est avec Force India, Racing Point, pardon, par le 2020, passé. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas le même board, pas du tout la même équipe incroyable. technique. C'est ça qui est assez fou. Hamza, ton avis L'ADN. sur la question, l'évolution du projet Aston sur cette saison? Il est inquiétant. Il est très inquiétant parce que c'est une écurie qui aujourd'hui ne comprend pas sa voiture, qui ne comprend pas les évolutions, qui ne comprend pas où elle veut aller, mais pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas. Paraît-il qu'il y a un problème aujourd'hui de corrélation entre l'usine et la voiture. C'est rageant parce que 2022, comme tu le disais, tu commences en bas, tu termines en haut. La saison elle est plutôt positive. Là, quand tu commences en haut et que tu termines en bas, aujourd'hui, Aston Martin qui ne passe pas Q1. Enfin bon, ok, on va me dire Alonso. Ok, Alonso est passé au Mexique. Mais c'est pas grâce à la voiture. Voilà, en fait, et quoi qu'il arrive, la performance de toute façon, elle est cachée aussi par la performance et le niveau de Fernando Alonso. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette écurie, si cette voiture après le Mexique, c'est une voiture qui se bat plus avec Williams, plus avec Alfa Romeo, plus avec Haas, plus avec Alpine. Même plus. Je sais pas. Et effectivement, c'est inquiétant, c'est rageant parce que tu avais des ambitions. En début de saison, je me souviens, oui, on parlait de cette victoire qui allait arriver assez sûrement, finalement, qui n'est jamais arrivée. Et puis, je me disais surtout, mais c'est génial, parce que si tu pars de cette position, que tu as en plus un temps de développement de soufflerie, de CFD bien plus important que Red Bull, par exemple, tu te dis, ils vont pouvoir fructifier ce temps-là et arriver en 2024 avec une monoplace qui va peut-être lutter directement pour le championnat du monde de Formule 1, aussi bien au niveau constructeur qu'au niveau pilote. Donc c'est vrai que là, c'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. C'est la seule équipe, c'est la seule écurie en Formule 1 cette saison qui a régressé, qui a une trajectoire descendante vertigineuse. Et sur les 4 premières courses, je vous rappelle qu'on dit une chose, on se pose la question de savoir si Red Bull va gagner les 22 courses. Enfin, 23. Ça semblait inimaginable quand même à l'époque, c'est vrai. Et on se dit, le seul en capacité, pilote et machine, d'empêcher ça, c'est Fernando Alonso. Monaco. On en est bien loin. Alors, il y a effectivement Monaco, mais Monaco... En fait, est-ce que Monaco, ça... El Proyecto 33. Ouais, mais enfin, attends. En fait, est-ce que Monaco, ça change quelque chose au point de vue global? Ah non, pas du tout. vois, C'est le symbole. C'est une le question symbole, c'est une occasion gâchée énorme. Il aurait pu avoir une 33e victoire. C'est effectivement une occasion gâchée, c'est le fait d'avoir jeté à la poubelle une victoire. Oui, mais là, Mais ça ne change absolument rien. Si tu me dis que la trajectoire, c'est la même cette saison, mais qu'il y a la victoire à Monaco, effectivement, ça ne change absolument rien au constat. Et symptomatique aussi de la question qu'on pouvait se poser après Bahreïn. On se demandait, tiens, est-ce que Aston Martin est devenu un top team? On voit bien que dans le développement, ça ne fonctionne pas. On voit bien que dans l'élaboration d'une stratégie, le jour où tu peux gagner, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on a la réponse à la question qu'on se posait au début. Mais c'est ça. C'est aujourd'hui, on répond à la question. On est sur la même chose que Racing Point 2020.
Tu vois, ça me rappelle Braun Grand Prix en 2009. Braun Grand Prix, Ross Braun rachète Honda pour 1 euro symbolique, mais avec un travail de monstre derrière, qui a été fait depuis, je crois, quasiment 24 mois sur cette monoplace. Mais Braun, il s'est parti ici quelque chose, c'est qu'il n'a pas les moyens de développer ça, il n'a pas les hommes à ce moment-là pour développer ça non plus. Il sait juste que s'il rachète ça, il fera un coup d'éclat, il peut potentiellement faire un coup d'éclat, et il sait de toute façon qu'il revend à la fin de l'année à Mercedes, qui veut racheter. Donc, il sait que c'est suffisant en 2009 pour gagner, et il dit en début de saison, rapidement, qu'ils n'auront pas ce potentiel toute la saison, que les autres vont les rattraper, et que Jenson Button, ou Rubens Barrichello à l'époque, ont l'obligation de tout gagner. De tout gagner. Parce que sinon, ça n'aura servi à rien. Au final, si la saison, elle dure une saison complète aujourd'hui de cette année, Braun n'est pas champion. Jenson Button n'est peut-être pas champion. Parce que je crois qu'il gagne les 6-7 premiers Grands Prix. 6. Ouais. Et derrière, ça s'effondre. Complètement. Du côté de Braun. Mais c'était voulu. C'était un projet court-termiste, Braun Grand Prix. Et il n'y avait pas les moyens de développer. Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas les investisseurs, il n'y avait pas de projet lié à une marque. Au début de saison, la voiture était vierge. À la fin de saison, c'est un panneau publicitaire. Il n'y avait aucun projet. Et on a l'impression que chaque année, Aston Martin repart d'une feuille blanche, sans projet réel, en disant, si la monoplace est là, tant mieux, mais dans tous les cas, on ne la développera pas. Enfin, on n'y arrivera pas en tout cas. Il y a les moyens de développer, il y a l'argent pour développer. Pour moi, c'est pas trop la même chose, parce qu'aujourd'hui, c'est juste qu'on a une écurie qui est incapable de choisir le bon cheminement, justement, le bon chemin pour améliorer cette voiture. Mais même avec les bons hommes, c'est ça que je comprends pas. T'as Dan Fallows. Écoutons-les, les bons hommes, la matière grise notamment, avec un symbole, le français Eric Blandin, transfuge de chez Mercedes, chef aéro du côté de chez Aston Martin, arrivé l'hiver dernier du côté de Aston. Il nous dit, nous avons été guidés dans une certaine direction par nos outils de simulation sur l'aspect aérodynamique, et nous avons suivi un chemin qui n'était tout simplement pas le bon. Notre voiture n'a jamais été performante à la fois dans les virages à grande et basse vitesse sur un même week-end. Il nous faut encore trouver une plage de réglage avec des hauteurs de caisse inférieures et des hauteurs de caisse plus élevées. Ça, c'est l'explication d'Éric Blandin. Ça date en tout cas de maintenant une semaine. C'était dans le magazine Autosport. Fernando Alonso, qui est bien aussi tient à remettre en perspective l'histoire de cette écurie Aston Martin, ex-Racing Point, ex-Force India. Il dit, quand j'entends parler d'échecs quant à notre développement, il le disait ça juste avant le Grand Prix d'Austin, quand j'entends parler d'échecs quant à notre développement, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a eu des erreurs, mais cette équipe a sorti cette saison plus de pièces et de nouveautés qu'elle ne l'avait jamais fait dans toute son histoire. Est-ce que quelque part, le fait qu'il y ait des moyens, avec l'argent, le cash de Lawrence Stroll, avec le fait qu'il y ait des pilotes, le fait qu'il y ait des ingénieurs quand même de renommée, ou en tout cas un pilote de renommée, est-ce que quelque part ça ne fait pas oublier que à l'époque ou à la base, cette structure n'est qu'une petite structure? Oui, mais ça a changé. Ça a changé avec le rachat d'Aston Martin. Et moi, la première partie de la phrase de Blandin, elle veut tout dire. Oui, mais ça a changé. Les équipes restent les mêmes. Les mecs qui bossent aujourd'hui chez Aston Martin, oui, la grande majorité des mécaniciens étaient les mêmes qui bossaient chez Force India, chez Racing Point. C'est-à-dire que tu dois te mettre à un moment donné au niveau aussi également, à un nouveau degré d'exigence. Tu vois? T'as pas le sentiment que Blandin, en fait, il a ramené la manière de travailler de Mercedes dans une écurie qui n'a pas les outils de Mercedes? C'est ça. Ni la philosophie peut-être, ni la culture d'entreprise par exemple. Quand t'entends Eric Blandin parler, qu'il soit chez Mercedes ou Aston Martin, le discours aurait été exactement le même. Nous avons fait confiance à nos outils de simulation. Qui fait ça? C'est vrai, Mercedes. Nous avons quelques problèmes à régler la hauteur de caisse à cause de nos outils de simulation. Qui fait ça? Mercedes. Et la différence, c'est qu'en face, il n'y a pas le talent et l'ingénierie certainement qu'il y a chez Mercedes. Donc, tu peux pas penser de la même manière que dans une grosse structure. Est-ce que Frédéric Vasseur pense de la même manière chez Alfa Romeo que chez Ferrari? Non. Pas penser de la même manière. Dan Fallows, cette voiture, il va devoir la penser comme une Aston Martin. Et du coup, pas comme une Red Bull. Pas de la même manière. Red Bull, est-ce que ces outils de simulation sont aussi forts ou aussi puissants que ceux de Mercedes? Je ne sais pas. En attendant, ils font confiance au dessin de Newey et de ce que Newey voit. C'est ça, aérodynamiquement, qui fait la différence chez Red Bull. C'est pas les outils de simulation. Chez Aston Martin, il faut qu'on trouve son ADN.
son propre ADN plutôt que de copier les autres. Parce qu'au final, Aston Martin est une écurie qui ne fait que copier. La Mercedes Rose en 2020, la Green Bull en 2022, et en copiant, certes, c'est dans l'histoire de la Formule 1 de copier le double diffuseur. Les grands l'ont fait, Williams l'a fait dans son temps. Mais en attendant, c'est pas parce que tu as copié que tu as compris. Et copier te permet certes d'avoir quelque chose de vaguement ressemblant, mais comme disait, je crois, Frédéric Vasseur en début de saison, tu peux. Non, c'est Frédéric Ferret qui disait ça. Tu peux faire le même saumon à l'oseille qu'un chef étoilé, ça aura un goût de saumon à l'oseille. Ouais. Mais ça sera pas le même. Et il te déglinguera pas les papilles comme un chef étoilé. Donc, ce qu'a fait Aston Martin là, au final, c'est une copie de la Red Bull qui est performante jusqu'à ce que la Red Bull en fait évolue et jusqu'à ce que tout le monde évolue en n'ayant non pas que copié, mais compris la copie. Et là, on a ce sentiment là justement que c'est de la copie, mais que c'est aussi de la copie dans la manière de fonctionner de l'écurie et que l'écurie ne fonctionne pas par un propre ADN avec des directions qui lui appartiennent. Parce qu'on a le sentiment justement qu'il y a une sorte de manque de confiance générale et que pour être bon, il faut copier Mercedes, copier Ferrari ou copier Red Bull. Et puis peut-être qu'ils sont aussi dépendants de l'arrivée de la nouvelle usine. Alors je crois qu'ils ont une partie de la nouvelle usine qui est déjà opérationnelle, mais la soufflerie, elle ne l'est pas encore. La première monoplace qui sera construite grâce à la nouvelle soufflerie, elle est attendue pour 2025. Qu'est-ce que tu fais en attendant ? Sachant qu'en début de saison, le message c'était on développe la voiture 2023 jusqu'au bout pour arriver en 2024 avec une évolution de 2023. Qu'est-ce que tu fais ? Exactement. Et pour repréciser ce que tu disais aussi également, Brice, c'est vrai qu'on dit souvent dans cette émission que la copie fait partie de l'ADN et de l'histoire de la Formule 1, d'une certaine culture aussi, mais des copies qui sont devenues championnes du monde, j'ai pas d'exemple en tête, en tout cas pour aujourd'hui. Pour aller encore un peu plus loin, regardez cet autre déclat de Fernando Alonso, on reste sur l'aspect structurel. Fernando Alonso qui est quand même très team spirit, on peut le dire quand même depuis le début de cette saison, jusqu'à quand ? Ça c'est la grande question. Fernando Alonso il dit il y a 2 ans cette équipe était composée de 250 personnes et maintenant on n'est qu'à quelques points des plus grands top teams au championnat du monde des constructeurs et on a goûté au podium quelques fois cette année. On a cette nouvelle usine, beaucoup de recrues ont rejoint l'écurie, on a environ 200 points de plus que l'an dernier. La campagne 2023 a donc été incroyable pour Aston Martin. Je sais que l'on est de plus en plus comme le football ici en Formule 1. Seul le dernier résultat semble compter, mais on ne peut pas oublier d'où l'on vient et quel est le but de ce projet. Je suis très fier de cette saison jusqu'à présent. Quel est le but de ce projet ? Bullshit. Moi, la question que j'avais même envie de vous poser, les gars, à la fin, avec cette saison à 2 visages, moitié soleil, moitié pluie, qu'est-ce qu'on garde ? Est-ce que ce sera un échec à l'arrivée cette saison d'Aston Martin ? Je vois pas comment tu peux juger une écurie de Formule 1 autre que sur la trajectoire de développement. Enfin, là, la comparaison avec le football, il nous en fume, Fernando Alonso à ce moment-là. Parce qu'il sait très bien qu'une monoplace qui part dans le mauvais sens, ça met du temps à se relever. C'est pas une défaite du Paris Saint-Germain à Angers et on repart sur autre chose. Là, en fait, c'est intrinsèquement, la monoplace est malade par rapport aux autres. Ça ne va plus. Et s'ils ne comprennent pas ce qui se passe... On s'est perdu en tout cas. Il faut des mois pour repondre des pièces. Il y a un budget de cap. Il y a une direction qui a été prise dans le développement de 2024 déjà. Sans comprendre ce qui se passe en 2023, tu prends une direction pour 2024. Non, c'est mauvais de façon long-termiste. Là, en fait, ils trouvent juste une porte de sortie pour dire rappelez-vous les points qu'on a. Oui, c'est vrai, ils ont fait un incroyable début de saison, et heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ils lutteraient avec Williams et Haas s'ils faisaient un début de saison comme ils font la fin de saison. Mais je suis davantage enthousiaste avec 150 points de moins en 2022 en fin de saison, que je ne le suis avec 240 points, ou 300 points, j'en sais rien, je sais pas combien ils ont, en fin de saison cette année, parce que c'est la trajectoire qui m'intéresse. La trajectoire fin 2019 pour Ferrari, elle pue, parce qu'il y a cette affaire de débitmètre. Et au final, 2020-2021, Ferrari, c'est pourri. Donc Alonso, il a un contrat de 2 ou 3 saisons, je ne sais plus, chez Aston Martin. Si la direction que ça prend fait encore foire l'année prochaine, je vous rappelle qu'il a plus 25 ans et que concrètement, ce genre de déclaration, il ment à tout le monde et il se ment à lui-même s'il croit effectivement que c'est juste un épiphénomène que d'avoir des mauvais résultats en ce moment. Je pense. Je me rappelle d'un conseil de classe des pistonnés. Je crois que c'était le premier conseil de classe des pistonnés en fin de saison, où Williams avait débuté la saison tout en bas. On l'avait vu progresser, toujours dernière, mais on l'avait vu progresser. Et à l'époque, avec Pirot, points. On avait, je crois 132 points, je crois que ça a fini à 0 quand même.
Et à l'époque, avec Pirot, on avait mis une note bien au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque, Brice n'était pas forcément d'accord avec ça. Et en fait, je trouve que là, c'est le scénario inverse. Moi, j'ai hâte qu'on arrive au conseil de classe parce que ça va être intéressant de voir la note qu'on va mettre à Aston Martin. Je ne sais pas si on sera tous d'accord, mais effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant, d'autant plus que tu ne sais pas où cette équipe va. Quand tu prends la trajectoire Aston Martin et tu prends la trajectoire McLaren, tu as l'impression qu'on a juste inversé les positions du début de la fin de saison. Inversé monoplace même. Oui, parce que je ressemble pas mal sur certains trucs quand même. C'est ça qui est assez étonnant. On a parlé de la situation les gars d'Aston Martin. On pourrait même rajouter, là où je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, et notamment ce que tu as dit Brice, c'est que là où c'est encore plus inquiétant, c'est que dans la stratégie de développement, on le disait tout à l'heure dans le tableau, on nous a expliqué du côté de chez Aston Martin qu'on va développer au maximum et jusqu'à la dernière course de 2023 pour arriver avec une base 2024 qui soit solide et qui puisse permettre de revenir jouer aux avant-postes. Après, là, ils ont pris tellement le mauvais chemin qu'on se demande par quelle route ils vont arriver début 2024. Il y a aussi une volonté de se désengager de Mercedes parce que Aston achète le train arrière de Mercedes. Peut-être que ça limite les possibilités de développement. Peut-être que ça a une influence importante quant au fait qu'on veut développer la voiture de cette manière, mais le fait d'avoir l'arrière de Mercedes nous empêche de... Je ne sais pas. Ce sont des théories que j'expose. J'ai pas la réponse. Comme As. Sauf que As n'a pas les mêmes moyens qu'Aston Martin et n'a pas le même projet. Oui. As reste en F1 pour être vendu un jour très cher. Aston Martin, de ce que j'ai entendu, c'est volonté de devenir champion du monde. Oui, puis à partir du moment où tu renommes ça avec une marque légendaire du monde de l'automobile, il y a quand même dans la communication un aspect où tu commences à expliquer à tout le monde que tu veux t'émanciper de cette image d'écurie cliente, que tu veux davantage faire les choses toi-même. D'autant plus avec la standardisation des pièces où tu te dis que ça va être normalement de plus en plus simple, mais aussi que certaines pièces feront vraiment la différence par rapport à d'autres. Et bah ouais, t'achètes le train arrière d'une Mercedes, t'achètes le moteur. Déjà, c'est rare les écuries qui, enfin surtout récemment, c'est rare les écuries qui sont pas constructeurs qui sont championnes du monde. Red Bull c'est le cas, mais Red Bull travaille avec un constructeur de moteur unique, c'est-à-dire qu'il ne travaille que pour Red Bull. Il ne travaille pas pour lui-même. Qui devrait travailler avec Aston Martin d'ailleurs à l'avenir. Hein. Mais tu vois, mais il travaille pas pour lui-même. Donc, il y a une synergie. Mercedes, ils font leur truc. Vous comprenez pas. Nous, on vous envoie la facture, terminé. On s'en fout. Honda, s'ils ne comprennent pas avec Red Bull, Honda travaille avec Red Bull. Honda, qu'est-ce qui marche pas avec le train arrière de la Red Bull? Ok, la transmission, elle est comme ça. Ok, Mercedes, on n'a rien à foutre. Mercedes fait envoie et Aston Martin fait un chèque. Donc déjà, de base, tu as déjà ça en handicap. Mais si tu crées un projet Aston Martin, est-ce que c'est pas à terme aussi pour créer ton moteur, pour en fait devenir une écurie constructeur? Parce que aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un pilote de s'engager, comme Alonso par exemple, de s'engager dans une écurie qui n'est pas constructeur, si du coup tu es quasiment sûr que ça va créer des problèmes de synergie entre toutes les différentes pièces de la voiture et surtout des problèmes de compréhension qui vont pas te permettre de faire un projet à long terme. On parlait il y a quelques semaines d'une possible arrivée de Honda avec Aston Martin pour 2026, lorsque Red Bull aura de son côté basculé avec Ford. Donc à voir si à ce moment-là Honda ne sera pas l'exclusif fournisseur de moteurs pour Aston Martin, ce qui pourrait permettre effectivement. Bah ouais. Mais 2026. Alonso 2026, je sais pas où il sera, mais je suis pas sûr qu'il soit en F1. Et l'échec de lâcher des pièces pour aller les assembler sur sa propre voiture, c'est un échec dont on avait déjà parlé à l'époque de Haas notamment, et d'où vous aviez été le parfait relais en tout cas dans cette émission. Recentrons maintenant sur Fernando Alonso les gars. Il y a une grande question qui se pose parmi les passionnés, parmi ceux qui le suivent depuis plusieurs années. Mine de rien, on sera tous d'accord sur ce plateau pour le dire. En début de saison, quand on le voit monter sur le podium, quand on le voit réaliser des mouvements, retrouver le panache, l'agressivité, tout le monde était satisfait de voir Papy faire de la résistance. Est-ce qu'on peut le revoir à la lutte devant ou est-ce que c'est le début d'un long crépuscule pour Fernando Alonso? Je vous l'ai dit, vague d'enthousiasme et nostalgie début 2023, 175 points sur les 9 premiers Grands Prix, 61 sur les 9 derniers. Peut-il retrouver une voiture pour jouer devant? Et une question quand même qui reste latente. Je sais que Laurent Rossi l'a posé et que ça a fait partir Fernando Alonso. Loin de moi l'idée de faire partir Fernando Alonso, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas quand même avoir le poids de l'âge? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas se mordre les doigts justement de ce début de saison, de ce Grand Prix de Monaco, lui qui a désormais 42 ans? Et puis,
La question d'Aston Martin, alors on va la poser différemment, si tu veux Brice, ça va te plaire. Est-ce qu'il a eu raison de quitter Alpine? C'est pas ça qu'on va demander, c'est est-ce que finalement c'était le meilleur choix Aston Martin? Lui qui a prouvé qu'il méritait quand même une place dans les top teams, on l'a tous dit en ce début de saison, on imaginait même, on fantasmait sur le fait qu'il puisse aller s'asseoir à côté de Max Verstappen chez Alpine. Peut-il aussi également aspirer à un meilleur baquet que Aston Martin? Voilà les différentes questions que j'ai envie de vous poser sur ce Fernando Alonso et les perspectives d'avenir. Profondément choqué par certaines de tes questions. L'âge, le poids de l'âge, ouais, le poids de l'âge pour moi c'est un non-argument. C'est un non-débat pour toi? Mais bien sûr, j'étais le mêmes premier F1. à démonter Alpine pour avoir voulu donner un contrat manifestement d'un an à Alonso sous prétexte que c'est un. Moi je vois pas l'âge. Je vois la performance. Schumacher, à un moment donné, la dernière année, quand même, il y avait. Non, Schumacher, les c'est mêmes faux. monoplaces. Non, mais c'est faux, parce que Schumacher, lorsqu'il revient en 2010, il lui faut 2 ans d'adaptation. La dernière saison de Schumacher chez Mercedes, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Il fait son podium, on s'en souvient, à Valence. C'est vrai. Et il fait une pole à Monaco Il est supprimé à cause de la pénalité de 5 places en Espagne. Encore une fois, l'âge, pour moi, c'est pas un argument. D'accord. Je préfère avoir 42 ans Alonso que Stroll 25 ans. Moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, je vois un pilote qui, en début de saison, 25 ans, a performé. Oui. Totalement. Je vois Alonso qui a performé en début de saison et qui continue de performer, sauf qu'aujourd'hui, il n'a juste plus la monoplace. Mais je vois à Alonso qui signait des podiums, qui était à la lutte pour des victoires, pôles, c'est selon. Moi, 42 ans, 43 ans, 45 ans, si Alonso, j'ai la garantie d'avoir un Alonso à ce niveau-là, encore 2 saisons, moi j'ai aucun problème à le garder à ce niveau-là. Mais personne n'a la garantie qu'à 43, à 44 et 45 mais personne ans, n'a qu'il soit aussi performant. Oui, mais Ouais, personne n'a la garantie non plus qu'il ne soit pas performant à 45 Écoute, ans. Et sans personne n'a la garantie. garantie que Lance Stroll, à 25 ans, à 20 ans, à 30 ans ou à 50 soit ans, meilleur un jour que Fernando Alonso. Sans garantie, on a signé Nick De Vries qui n'avait pas le physique de rentrer dans une F1. Il tenait pas les grands prix. Donc, je veux dire, Alonso, c'est le seul qui au Qatar sort sans être fatigué. Attends, moi je trouve qu'il n'y a aucune corrélation, surtout que les F1 modernes, entre l'âge C'est vrai. et. Moins difficile à conduire. Oui, Dans l'effort physique. j'ai oui, envie de te effectivement, la F1 est un sport physique, mais en fait, c'est pas un sport où musculairement tu termines complètement KO. C'est un sport où il te faut un entraînement de malade pour subir les forces, que ce soit centrifuge ou centripète, et la force G que tu vas manger. Donc c'est plus ça à la rigueur, mais c'est un entraînement d'astronaute. D'être pilote de Formule 1. Est-ce que tu as une limite d'âge pour aller dans l'espace? Je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus une sorte de résistance physique qu'une question d'effort physique qu'on impose à Fernando Alonso. Et est-ce que tu as vu une seule fois depuis son retour en 2021 Fernando Alonso souffrir de son âge? Non, c'est vrai. Donc, mettons l'argument, les gars, dans ces cas-là, de l'âge de côté. C'est une question que je vous posais, vous y avez répondu, vous êtes d'accord unanime là-dessus. Est-ce que pour vous, on le reverra justement jouer aux avant-postes? Est-ce que la 33e victoire, c'est pas une douce illusion? Est-ce qu'il peut s'en sortir avec ce projet Aston Martin? Et pourquoi il ne mérite qu'Aston Martin aujourd'hui, alors il y a deux qu'on choses. veut tous le voir dans un baquet de top team? tu y aller? Non, juste très rapidement, après je te laisserai la parole. Ce qui est sûr, c'est que la 33e victoire, ils l'avaient en début de saison et qu'ils l'ont laissé filer. Ouais, clairement. Monaco. Oui, c'est vrai. Et ils l'ont concédé après, du côté de Aston. Il y a 2 choses à considérer quand tu veux penser Fernando Alonso peut-il revenir au sommet. Intrinsèquement, il y a tous les arguments de penser que oui. Parce que on parle de Fernando Alonso. C'est pas de son environnement, de son écurie, de tout ça. Et qu'il a prouvé à tout le monde en début de saison, et même chez Alpine à certains moments, que les qualités qui ont fait de lui un double champion du monde sont toujours là, bien là, et qu'il n'y a pas de démotivation, il n'y a pas de perte de confiance, il n'y a pas de perte de pilotage, et il n'y a pas de problème physique. Il est affûté, il y a tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on voit le coup de volant à 100% de Fernando Alonso. Maintenant, il y a une question qui est politique vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, la manière dont Fernando Alonso a mené sa carrière me laisse à penser qu'il est condamné au projet naissant ou au projet... Deuxième rang, quoi, de deuxième zone. En tout cas, aux projets qui n'ont pas d'assiette sur le devant de la scène au moment où il signe. Il est condamné à ce genre de projet Aston Martin qui peuvent l'emmener haut, mais qui n'y sont pas. Parce que quand tu es un projet haut, ramener Fernando Alonso chez toi, c'est mettre en péril la maison par rapport à un équilibre de pilote, par rapport à une entente de mécaniciens et par rapport, en fait,
aux expériences passées de Fernando Alonso qui a laissé des maisons brûlées à chaque fois qu'il est parti de ses écuries. Même Alpine, il est parti avec la maison brûlée, alors que c'est sa maison mère à la base. Donc, Et pas avec les mêmes personnes. avec les mêmes personnes, c'est vrai, c'est pas Flavio. Donc est-ce la même maison? Regardez ces petites déclats. C'est beau, je souscris. J'aime bien quand c'est limpide comme ça, Ouais. clair à la hache, le H à la hache. Voilà ce qu'on aime. Christian Horner, Sky Sports, ça date de octobre 2023. C'est tout récent, c'était il y a quelques semaines. Christian Horner qui nous dit à propos justement de Fernando Alonso, si vous mettez deux mâles alpha trop extrêmes dans une même équipe, cela la déchirera. C'est qui le deuxième? Fernando, tout comme Lewis, ce sont deux pilotes de type leader et cela ne fonctionnerait pas avec Max. Alors oui, en termes de performance, nous y gagnerions très certainement, sans faire offense à Sergio, mais vous voulez toujours avoir le bon équilibre dans votre équipe et avec un bon équilibre, vous pouvez faire tout aussi bien. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises durant toutes mes années en Formule 1. Voilà pourquoi Fernando Alonso n'a pas le baquet qu'il mérite, Hamza. Comme dirait Samuel Eto'o, ça dit tout. Ah vraiment, ça dit tout. Encore une fois, moi j'ai toujours été pour mettre les deux loups dans la bergerie. Voilà, deux grands pilotes ensemble. Nico Rosberg et Lewis Hamilton, je le redis, ça a été l'une des plus belles saisons que moi de l'extérieur j'ai eu l'opportunité de suivre. Malheureusement, j'ai pas connu les Senna Prost, etc. Même Alonso Schumacher. Il y a le fantasme, la volonté de voir Alonso avec Max Verstappen, avec Hamilton, avec. Maintenant, effectivement, il n'y a aucun intérêt pour ces écuries-là qui sont ou dominantes ou plutôt bien placées pour revenir dans la course, d'aller chercher Fernando Alonso. Après, sur Alonso, il y a un point que moi je trouve qu'il est important de signaler. Il fait partie des rares pilotes qui n'a pas besoin d'une voiture dominante pour gagner. C'est vrai. Donc, est-ce qu'Aston Martin a besoin de lui fournir la meilleure voiture? Non. Je reviens encore une fois sur la saison 2012 d'Alonso qui a à mes yeux la meilleure de sa carrière, en tout cas lorsqu'il se battait devant. Ferrari n'avait pas une voiture dominante. Et pourtant, Alonso s'est battu jusqu'à la dernière course pour le championnat du monde. S'il ne se fait pas sortir par Raikkonen au Japon ou par Grosjean à Spa, il est champion du monde parce qu'il a la régularité, qui marque les gros points. Encore une fois, je pense qu'à 42 ans, 43 ans, 44 ans, cet aspect-là est important à comprendre et à avoir en tête justement pour voir ce qu'il est possible de faire avec Alonso. Ça veut dire qu'une écurie comme Aston Martin, qui peut-être n'a pas les capacités de lui fournir la meilleure voiture, elle pourra peut-être gagner un jour avec Alonso, mais pas avec un autre très bon pilote. Est-ce que tu es en train de dire qu'Alonso à la place de Norris chez McLaren, il aurait gagné? Au Qatar notamment. Ne le lance pas Je pense que l'émission, le courrier des lecteurs en ce moment, c'est ça, tu vois, tous les matins et tout, etc. D'ailleurs, je n'ai pas relancé la. Moi, mettre un tout petit peu de relief à cause de tout ça. Mais oui, pour répondre à ta question. Voilà. Ça va dans le sens de ce que dit Mike Crack, ce que tu viens de nous dire justement, Hamza. Sport Build a posé la question à Mike Crack, peut-il redevenir champion du monde? C'était au mois de mai dernier. Le boss, donc le directeur sportif de Aston Martin, qui dit il faudrait que nous allions plus loin, car si nous lui donnons une voiture pour se battre pour le titre, il peut être champion du monde. Tout est une question de talent et de motivation, et dans les deux cas, c'est resté intact dans le cas de Fernando. Est-ce qu'à la fin, les gars, de cette saison 2023, on a commencé cette saison en étant enthousiaste pour cette association, on disait, tu sais, l'association des méchants, Aston Martin et Fernando Alonso, c'est de la caricature, mais ça nous fait rigoler. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelque part, cette association ne fait pas un petit peu pchit? Est-ce que vous n'êtes pas, vous, complètement inquiet au vu de tout ce qu'on a dit? Le projet Aston d'un côté, et le fait justement que ce talent, Fernando Alonso, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est tous d'accord qu'on a envie de le voir dans un. L'association fait pas pchit. L'association, elle est bénéfique pour les deux, dans le sens où Alonso a prouvé à absolument tout le plateau qu'il n'y avait pas de question d'âge et que justement il était encore bankable. Et je pense que ça, c'est une des rares lumières potentielles pour lui pour s'extraire d'Aston Martin. Parce que tu le vois voir aller ailleurs, mais une équipe de seconde partie de pas de tableau, on va dire de seconde zone, c'est-à-dire typiquement McLaren, on va dire, c'est-à-dire qui lutte pas pour la gagne ou quoi machin, enfin, qui est presque, on va dire, qui voit ça, qui voit un moment cette forme là, est-ce qu'elle se retourne pas vers ses pilotes en se disant putain, genre Alpine? Non, moi j'avais une autre question, mais c'est juste une question, promis, je relance pas. Vas-y. T'es McLaren, Norris ou Alonso? C'est dur, les gars. T'es McLaren, Norris ou Alonso, Manu? Alonso ou Piastri. Moi, je mettrais Alonso. Mais tu sais quoi? Mais parce que je ferais partir. Non, mais tu prends Norris, l'avenir, tu construis l'avenir aussi. C'est important la perspective. Tu prends juste ton message sur YouTube. En fait, non, mais tu sais quoi? En fait, je pense monsieur. qu'Alonso, parce que tu vois, ça vient de me le faire. Donc je vous partage ça. Toutes les écuries au mercato, ils sont là en mode,
Fernando. Et si on le faisait venir? Et t'as toujours un gars dans le board qui doit faire non, attends, non. Le mec qui réfléchit avec son cerveau et pas avec son cœur. Déconne pas. Ça pas fait 10 piges qu'on est en train de construire un projet. Ramène pas l'autre. Mais quand même. Non, mais là, T'as vu ce qu'il fait? mais là où t'as raison, et t'en parlais justement, je me permets de dire ce que t'as dit hors antenne hier quand on a préparé cette émission. Putain, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est parce que c'est très intelligent et très fin ce que t'avais dit. T'avais dit Donc c'est pas Ben Arfa. à l'époque de fin 2020. Fin 2020, quand justement on cherche un successeur chez Red Bull, on cherche un successeur à Alex Albon, on va chercher Sergio Pérez parce qu'on n'a pas assez de garantie sur le niveau de Fernando Alonso. Remets les choses en perspective aujourd'hui. Oui, il y a le problème politique dont tu as parlé, Christian Horner. Justement, et là, tu as des garanties. Il t'explique. Tu as trop de garanties. Là, il t'explique quand même que. Parce que quand il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait Thomas Alpha dans l'équipe, on a compris concrètement Verstappen, Alonso, ça le faisait rêver, mais qu'il ne pouvait pas décemment se permettre de faire ça s'il voulait pouvoir dormir la nuit sans style Nox. Parce que les deux, ils allaient être comme des chiens et tout. Et qu'au final, le choix du pragmatisme quand tu es directeur d'écurie, et surtout quand tu es au top, il est plus important que tout. Il est plus important. Donc, à part un projet construit autour de Fernando Alonso, mais effectivement, l'âge, là pour le coup, rentre en compte dans le sens où est-ce que tu démarres un projet avec un mec de 42 piges? C'est plus difficile, en tout cas à concevoir dans le sport de haut niveau, même si je suis d'accord avec toi pour dire que pour le moment, je ne le vois pas décliner d'un sou. Mais il doit être l'homme d'un projet. Et les projets aujourd'hui, ils sont bouffés. Alors, le projet Mercedes, c'est la transition Hamilton-Russell. Le projet Ferrari, c'est Leclerc sur 15 ans. Le projet Red Bull, c'est Verstappen. Et au final, qu'est-ce qu'il peut viser? Je ne crois pas une seule seconde à ce que je dis. Je commence par ça. Lando Norris. Non. Maintenant, je me dis, si je suis Red Bull, que je suis aussi dominant, est-ce que sur un an, je tente pas Alonso juste pour faire parler pour une question Red marketing? Bull, bien sûr, il est du cœur. Mais oui, une question marketing. C'est exactement ça. Après, encore une fois, tu le disais très bien, le pragmatisme ne fait que jamais je vois Red Bull tenter ça. Mais si jamais tu pars avec l'optique d'écarter Pérez fin 2023, tu mets deux monstres côte à côte. Il y en a un qui domine depuis plusieurs années et c'est son écurie. Et maintenant, c'est Alonso. Depuis 15 ans, on dit donnez-lui la voiture. Là, dans un contexte qui sera limite hostile à lui, que serait-il capable de faire? Moi, j'ai envie de voir ça. Et je pense qu'on pourrait assister à la plus belle saison de ces 20 dernières années en Formule 1. La livrée Red Bull serait sur tous les bouquins d'histoire, ou dans les bouquins d'histoire, comme la livrée McLaren à la fin des années 80. Là, aujourd'hui, ça marque, c'est dans l'histoire par la domination. Mais là, demain, c'est une histoire, c'est de la dramaturgie que tu vas amener à la Formule 1. Est-ce que tu es sûr? Relance que j'ai envie de vous faire. Tu as donné un très bon exemple, Brice, la semaine dernière, quand on a fait le débat Sergio Pérez. Qui pourrait remplacer Sergio Pérez? Et tu disais, un mec qui a du vécu en Formule 1, qui a quelque part plus rien à attendre de sa carrière. Et on est arrivé avec Nico. Il a juste envie que tu dises, oui, je veux Fernando Alonso. Non, mais tu vois, et on est arrivé sur le profil de Nico Hülkenberg, qui était pas une mauvaise idée. C'est pas vrai. On est arrivé sur le profil d'Alonso et on s'est regardé en riant en disant c'est pas possible. Pas possible. Par la première phrase de la décla de Christian Horner qui dit genre, tu ne mets pas deux chefs dans l'équipe, pas possible. T'as deux dictateurs là. Ça va s'entretuer en fait. Donc après, moi je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de voir plus long terme. Enfin, plus long terme. Quand je dis plus long terme, c'est au bout de 10 Grands Prix, pas plus. Attends. Tu vas voir. Au bout de 10 Grands Prix, est-ce qu'on ne sera pas tous extrêmement dégoûtés parce qu'on connaît le talent intrinsèque d'Alonso, on connaît le talent intrinsèque de Max Verstappen, et qu'au bout de 10 Grands Prix, quand la voiture elle prendra la trajectoire de Max Verstappen en développement et qu'on verra 4 dixièmes, peut-être. Non, mais peut-être. Non, mais t'as peut-être raison sur l'exemple. Et que ça frappe shit et que ça viendra pourrir l'image d'Alonso et dire ah bah Max Verstappen est le meilleur de tous les temps parce que regardez, il a battu Fernando Alonso. Tu vois? Est-ce que c'est pas ça pour ne pas être écrit pour ceux qui aiment bien la boxe, c'est-à-dire que t'aurais eu envie d'avoir cette association beaucoup plus tôt, elle arrive. Oui, et est-ce que cette histoire est faite pour être écrite réellement? Moi, je pense que si demain tu proposes le deuxième baquet Red Bull, je pense qu'Alonso y réfléchit parce qu'on lui donne la possibilité de se battre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai parlé tout à l'heure de l'image Red Bull. Maintenant, on parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois de Max Verstappen. Je vois où tu veux en venir. De ce manque de motivation, de ce possible départ. Lui, ce qu'il a besoin, j'ai l'impression, il a besoin d'être challengé. Quand je voyais toutes ces déclarations ces dernières semaines, je me disais, un challenge pour tout pilote de Formule 1, c'est gagner avec Ferrari. Si finalement Red Bull lui amenait le challenge à Max Verstappen, amener Fernando Alonso ou un autre, un cador,
Et le challenge pour Max, c'est pas de dominer Alex Albon, Pierre Gasly ou Sergio Perez avec tout le respect que j'ai pour eux. Non, tu t'as mis le doigt vers le bas quand même. C'est de montrer. C'est vrai, pardon messieurs. C'est de montrer à domicile, oui, mais on va t'amener un cadre et là, t'as la possibilité. Là, je pense que le challenge, tu remotives Max. Ah, bien sûr. Et tu t'assures de le garder un peu plus longtemps, peut-être en Formule 1 chez Red Bull. Je ne suis pas sûr que Max soit intéressé par le challenge. Ah bon? Je sais pas. Ben, en fait, Ouais. dans les déclarations, j'ai l'impression qu'il est intéressé pour gagner et basta. Parce qu'en fait, quand tu le vois à la fin de saison 2021, il est quand même éreinté de cette saison. Et là, dans les déclarations récentes, c'est si je gagne plus, j'arrête. Ouais, mais n'oublie pas Lewis Hamilton. N'oublie pas Lewis Hamilton qui avait ce type de déclaration aussi par le passé. Et rappelle-toi l'excitation d'un Lewis Hamilton en 2021 lorsqu'il a Peut-être. retrouvé un contenders, un challenger face à lui. Ah pense que bordel, ça y est, contrairement- mettez Alonso dans cette Red Bull. Contrairement à Hamilton ou à d'autres, moi je pense vraiment et sincèrement, du plus profond de mon cœur, je pense que Verstappen, c'est pas les records qui l'intéressent, c'est la motivation au quotidien. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans une monoplace? Pourquoi est-ce qu'il se bat? Le goût Si du tu lui sang, amènes- mon pote. Exactement, je pense qu'il est plus goût du sang que volonté d'écrire l'histoire de la Formule 1. Et dans le côté clivant, Red Bull aura un parfait ambassadeur. Oh. Juste le dernier mot, très rapidement les gars, il y a une rumeur qui est sortie hier, un tweet lunaire d'Albert Fabrega qui nous dit j'ai entendu quelque chose de dingue mais je peux pas vous en parler. Je sais qu'Hamza t'as creusé un peu la question. C'est- Oui, enfin, fameuse j'ai vu phrase. un tweet d'un journaliste polonais, honnêtement, je sais pas ce que vaut cette source, mais il parlait d'une vente, d'un départ de Stroll et d'une vente donc d'Aston Martin et d'un possible départ aussi de Fernando Alonso. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, j'en sais pas plus, je connais pas ce journaliste. Science-fiction, qui est l'un des genres les plus préférés de Hamza. Alonso est libre dans 3 semaines. Tu crois que chez Red Bull, tu crois que Christian Horner, malgré le côté les deux Je pense qu'on se pose exactement. peut-être Je se pense poser la qu'on se question, pose- hein. tu sais, l'exemple de Brice tout à l'heure, on se pose la question. Je pense qu'on se pose Ouais, la ouais. question et qu'on tente de faire venir Lando Norris et que oui, je pense vraiment. Il aime trop Norris, Horner. Et Alonso chez McLaren. Et ouais. Et alors, attends, Alonso Piastri chez McLaren. Zach Brown qui fait un coucou à Rossi. Wow. Je suis Je te excité. vois. Ça y est, j'ai hâte d'être en 2024. Ah non, mais... On va Mais pas se sorti mentir. Non, mais de la- par contre, dernière chose sur Alonso, les gars. Vas-y. On est bien d'accord que si jamais cette rumeur s'avère vraie, pas dans ce qu'on spécule autour, mais ce qu'on spécule par rapport à Aston Martin et la vente. Oui. Qu'est-ce que ça ferait des regrets pour Alonso de le voir prendre sa retraite là-dessus? Ah, Alors, totalement, oui. faut qu'il y ait une suite à ça, là. Ouais, si jamais il a pas de Il faut baquet, qu'il y ait une suite là. On Donc va pas voilà. rester sur notre fin. Je suis d'accord. Tu vois, qu'est-ce que j'aime quand on est d'accord sur Fernando Alonso. Mais je hais le type, mais pour autant. Ouais, ouais, mais tu aimes le sportif. L'homme ne. Mais non, mais enfin, enfin. ça reste Il aime incroyable. pas toujours quoi. le sportif quand il provoque des drapeaux jaunes. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est un chien. Voilà. Les gars, le temps réglementaire est passé, le temps additionnel est épuisé. On s'est encore une fois en tout cas régalé à parler Formule 1, à se projeter aussi également. Parfois on est peut-être parti dans des fantasmes, mais c'est ça aussi également des discussions de passionnés. Vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Vous nous dites en commentaire aussi également quel est votre avis sur ce grand sujet. Est-ce que Fernando Alonso est définitivement condamné à l'échec? Prochaine étape, le Brésil. Derrière ça, après le Brésil, il restera 2 courses, les gars, pour conclure 2023. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le Grand Prix du Brésil et puis le mercredi suivant, peut-être avec une surprise. Salut, les amis!